montrer un peu ce qu'a dit Flavio sur la... En fait, c'est maintenant qui marche. Voilà. Ce qu'a dit Flavio lorsqu'il a parlé d'inclusion et de représentation il a parlé des peuples autochtones et il a aussi parlé des femmes et des personnes en situation de handicap. Et il a évoqué la manière dont ces catégories au sein de la population avaient pu être représentées ou non au sein des différents processus. Et moi, je m'étais dit que ce serait bien aussi que vous voyiez concrètement à quoi ça avait pu mener, non seulement le fait qu'il y ait des femmes qui participent ou des personnes en situation de handicap qui soient au moins 5% dans les listes électorales, pourquoi ça avait été un attachement et pourquoi c'était important et pourquoi il y avait une forme de déception dans le second processus qu'il n'y ait pas ça. C'était parce qu'on a pu voir, en tout cas dans la première phase du processus, un lien, et c'est ce qu'a dit Flavio, il y avait un lien entre la composition de ces assemblées et finalement le texte qui a abouti, et notamment, c'est la première, là vous ne voyez pas, mais le premier projet de constitution, il a été qualifié assez universellement de constitution féministe. Le mot apparaît pas, enfin, en tout cas, il n'y a pas un article 1, la République chilienne est une république féministe, mais c'était le qualificatif qui avait été donné à ce projet, très clairement, parce qu'il avait une telle dimension de cette question-là tout au long du texte. Sachant que la question des droits des femmes et de la manière dont c'est abordé, c'est pas propre au cas chilien. Le projet de constitution de 2022 n'était pas le seul. Il y avait déjà eu d'abord des questions d'interdiction du sexisme qui avaient été évoquées dans des constitutions précédentes. La constitution d'Afrique du Sud avait déjà mentionné cette question. Et la constitution d'Équateur également, à son article 19, mentionne l'interdiction du sexisme. Mais au Chili, la nouveauté, c'est donc pas d'aborder la question de l'interdiction du sexisme. C'est pas ça qui est nouveau dans le projet de constitution de 2022 et qui en faisait une constitution féministe. C'est d'une part ce qu'a dit Flavio, c'est la question de la parité tout au long du processus constituant. Ça, c'était vraiment une nouveauté du processus constituant en lui-même. D'autant plus que, c'est important de le dire, la question de la parité n'apparaît pas immédiatement lorsque le processus constituant est lancé. Pas tout de suite. Ici, je remets une image que je vous ai montrée tout à l'heure quand je vous ai montré le processus constituant chilien. Je vous ai montré cette image. Cette image, c'est le moment où est signé l'accord pour la paix sociale et la nouvelle constitution. On voit ici, au niveau parité, on n'y est pas du tout. Il y a très peu de femmes sur cette image. Et donc on le voit, en fait, la question de la représentation de la femme, même en novembre 2019, elle n'est pas si puissante que ça à ce moment-là. Enfin, en tout cas, au Chili, elle ne se revoit pas dans le système politique. Mais ce qui va faire basculer, c'est une année. C'est l'année 2020. En 2020, elle devient un enjeu, et même très tôt, donc le 20 mars 2020, on a une loi constitutionnelle, comme l'a dit Flavio, qui exige la parité sur les listes électorales et prévoit un mécanisme de correctif à l'issue du vote. Et donc on a cette convention constitutionnelle paritaire, et c'est d'autant plus innovant qu'il y avait une étude aussi qui avait été faite pour évaluer le nombre de femmes qui avaient participé à la rédaction de constitution entre 1990 et 2015, et en se fondant uniquement sur 75 pays étudiés, on constatait que seuls 19% des membres de ces organes qui rédigent la constitution sont des femmes. Donc très largement, les constitutions sont rédigées, ou en tout cas été rédigées par des hommes. Donc voilà pourquoi l'expérience chilienne, elle est si originale que ça, quand Flavio vous en parle. Enfin, voilà, c'est pas... Parfois j'ai l'impression qu'on met comme si c'était un élément parmi d'autres, alors qu'en soi c'est vraiment extrêmement original. Et comme l'a dit Flavio, les femmes ensuite elles vont prendre de la place au sein de la convention constitutionnelle. Non seulement elles sont autant que les hommes, mais elles vont s'organiser de manière spécifique. On va avoir un collectif féministe qui va se mettre en place et qui va être transpartisan entre guillemets, parce que les partis politiques n'étaient pas si visibles, mais en tout cas l'idée c'était pas de faire que par parti. Et comme l'a dit Flavio, et du coup je ne reviens pas du tout parce qu'il l'a très bien expliqué, le règlement
pour moi, ce qui est le plus fascinant et le plus intéressant à étudier, c'est ce règlement. C'est le règlement de la Convention constitutionnelle, parce que c'est lui qui va jeter les bases de la discussion et qui ensuite va permettre de faire en sorte que la discussion se passe de manière égale. Ensuite, on va avoir ces présidences de la Convention constitutionnelle. On a vu Elissa Loncon tout à l'heure. Là, elle a présidé, mais que pour une partie de la Convention, parce qu'il était prévu que ça soit une présidence tournante. Donc, au bout de 6 mois, on changeait de présidence et totalement changé de bureau, mais toujours en exigeant une composition paritaire tout le temps. Et donc, on a eu 2 présidentes de la Convention constitutionnelle et la deuxième, donc une femme à nouveau. Ici, l'importance de l'écriture du droit par les femmes, le fait que le Chili ait fait ce choix et que les féministes chiliennes soient très attachées à cette parité. Ici, je vous cite juste une auteure qui est importante, qui est Debra Semoller, qui elle, a mis en place ici, à travers son ouvrage Distrusting Democrats, l'importance de l'écriture de qui écrit les constitutions. Donc ça c'est un élément important. Et ensuite il y avait un autre article qui avait été écrit par Hilary Charleston, et elle parlait de droit international, mais c'était un des premiers grands articles dans lesquels elles imaginent la réécriture du droit international par des femmes, et que si ça avait été le cas, on aurait un autre droit international. Et donc je trouve que c'est un article assez formidable et qui est un peu à l'origine de cette réflexion de la nécessité que ce soit des femmes qui écrivent cette constitution. Et donc pourquoi ? Parce que ça a mené à des résultats. Sur 388 articles, 39 portent sur les droits des femmes. Ça peut paraître peu finalement sur 388, mais c'est énorme en réalité, c'est énorme, autant d'articles sur les droits des femmes. Autre élément intéressant, c'est que le projet de constitution de 2022 avait fait le choix de l'écriture inclusive. Alors au Chili, l'écriture inclusive, c'est pas avec un point médian, c'est pas .e, .s. C'est pas non plus, ça aurait été possible, mais c'est pas le choix qui a été fait, qui serait de mélanger, par exemple, la, elle ou la, las, los, et de mélanger, de faire les. Ça aurait pu être une option, mais c'est pas l'option qui a été choisie. L'option qui a été choisie, c'était à chaque fois de décliner toutes les fonctions, à chaque fois au féminin et au masculin. Donc, par exemple, ici, je vous mets un cas, ça a été de dire à chaque fois, quand on parlait, soit on fait de manière neutre, la presidenta o el presidente, donc ça mettait de mettre à chaque fois le masculin ou le féminin. Et également sur le préambule, tout à chaque fois a été féminisé, masculinisé pour que tout soit représenté. Et ensuite, on a eu le droit à vivre dans un environnement libre de toute violence. Ça, c'était un des droits qui était reconnu dans ce texte. Je passe un peu vite parce que après, on va laisser le PowerPoint, vous pourrez voir. Le deuxième point qui était intéressant, c'était la reconnaissance de l'égalité de genre, comme principe général, mais ensuite comme interdiction de discrimination qui serait fondée sur ce point. Ensuite était mentionnée la perspective de genre qui devait être prise en compte à la fois dans la politique fiscale et budgétaire, mais aussi dans le système de santé. Donc, ce qui veut dire, par perspective de genre, on peut dire ici que l'État doit, au moment de l'analyse des politiques publiques, intégrer les comportements genrés dans la pratique des droits. Et donc, quand on doit imaginer une politique fiscale et budgétaire qui intègre cette pratique genrée, et donc pour éviter des biais de non-utilisation ou de surutilisation de tels mécanismes, selon qu'on soit une femme, selon qu'on soit un homme, et donc de l'intégrer avant et de penser les mécanismes en fonction des pratiques genrées. Aussi sur la justice, mais aussi même dans les corps de police, et également dans les forces armées. Donc même les forces armées devaient intégrer cette perspective de genre. Évidemment, on avait la question des droits sexuels et reproductifs. C'est ici ce qui était un point intéressant. Je pourrais parler pendant des heures sur cet article. Ici, je vous l'ai mis en intégralité, l'article 61 du projet de 2022, puisque c'est celui qui va notamment évoquer la question de l'avortement. Ici, ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai mis en rouge, c'est déjà le fait qu'il y a un article 61 du projet qui soit consacré uniquement aux droits sexuels et reproductifs, et qui soit même éloigné du droit à la vie, parce que souvent la question de l'avortement est tout le temps accolée au droit à la vie, et donc quand on parle de droit à la vie, tout de suite on parle de l'avortement. Là non, visuellement ils sont très éloignés l'un de l'autre. Le droit à la vie à l'article 21, il me semble,
Et l'article 61 donc, arrive 40 articles plus tard, donc ça permet de les dissocier. Et ensuite, le fait que le droit à l'avortement soit intégré parmi les droits sexuels et reproductifs, ce qui était aussi une donnée importante. Le fait que, je reviens en arrière, le fait que ce droit à la question de l'interruption volontaire de grossesse puisse concerner les femmes et aux personnes ayant la capacité de porter des enfants, donc comme ça permet d'être plus neutre. Et ensuite, concernant les limitations de cette interruption volontaire de grossesse, que ça soit simplement encadré par la loi, sans en dire plus, sans à l'avance mentionner ce qui pourrait venir restreindre l'exercice de cette liberté, le laissant au législateur. Flavio en a parlé, donc je n'en parle pas plus, mais l'idée de cuidado, là aussi, il en a parlé un tout petit peu, mais c'est vraiment aussi une des grandes nouveautés du projet de constitution de 2022, ce concept de soin, de care, de la position des femmes en tant que, dans ce qu'elles sont dans une famille, dans une société, et même dans un quartier. Et c'est cette idée-là de leur rôle qu'elles ont de soins, et la nécessité de valoriser, de reconnaître ce travail domestique, ce travail familial. Mais enfin, surtout, c'est la question de la parité. Pourquoi il est important d'avoir la parité dans le processus? C'est parce qu'elle a permis de consacrer la parité dans la Constitution. Et pas n'importe quelle parité. C'est une parité, là cette fois-ci, extrêmement ambitieuse, avec une parité de résultats et non de moyens. Donc c'était pas dire il faut tant de candidates à l'élection législative, il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes aux élections législatives, c'est-à-dire on veut autant de députés femmes que de députés hommes. Donc le résultat, c'est avoir autant à la fin, pas dans l'initiative. Et surtout, c'est une parité totale, c'est-à-dire que cette parité est exigée pour toutes les instances collégiales de l'État. Quand on dit tout, évidemment on parle Parlement, gouvernement, ça oui, ça paraît faisable du côté français, mais c'était pas que ça, c'était Banque centrale, Cour constitutionnelle, l'administration, les tribunaux, le conseil d'administration des entreprises publiques et semi-publiques, et même les organes de décision des forces armées et des forces de l'ordre. Donc là, l'idée, c'était d'avoir vraiment une parité totale dans l'ensemble des institutions. Donc il y a une collègue chilienne, Yanira Zúñiga, qui parlait de parité à la chilienne. Donc là, pour ça que je voulais finir là-dessus, parce que quand Flavio dit que c'est pas un échec, le processus constituant, mais c'est parce que ici on a été proposé quelque chose de inédit, quelque chose de unique. On peut le critiquer, on peut être sceptique, on peut y voir plein de choses, mais je suis complètement d'accord avec Flavio sur l'idée qu'il faut juste que l'on reconnaisse le fait qu'il s'agit de choses nouvelles et que l'imaginaire dans l'écriture des constitutions a été ouvert dans le cas chilien. Ils se sont défaits de plein de nœuds et se sont autorisés à la reconnaissance d'un certain nombre de textes. Et dans le cas chilien, je trouve qu'elle a une vraie consistance, cette reconnaissance des droits des femmes, parce notamment en matière de parité, parce qu'elle permettait de revoir la distinction public-privé. Du fait de sa dimension, elle était vraiment très englobante. À l'inverse, le projet de constitution 2023, lui, malgré tout, on a des femmes, et on a une parité dans la procédure, et dans chacune des instances. On a eu aussi des femmes à la présidence, donc là vous me dire, c'est tout pareil. On a une femme présidente de la commission d'experts, la professeure Verónica Undurraga Valdés, et puis on a une femme présidente du Consejo Constitutionnel, c'était une femme. Donc à chaque fois, pareil, même chose, des femmes, sur le point formel, c'est la même chose. Mais au final, on a une reconnaissance limitée des droits des femmes, pas d'écriture inclusive du tout. La question de la parité, là, elle est une parité de moyens et pas une parité de résultats. L'idée, c'est d'assurer l'accès équilibré des femmes et des hommes aux mandats électoraux, mais pas d'y arriver. Ici, j'avais mis une petite comparaison à l'article 1 de la Constitution française, parce que c'est ce qui m'intéressait dans les discussions. À chaque fois qu'il parlait de parité et de manière un peu plus douce, pas aussi extrême que dans le projet de 2022, il disait « Comme en France, on aime beaucoup la parité à la française et que le modèle français de la parité était trouvé comme très très bien. » Et donc, il y avait une idée de s'inspirer de la Constitution française là-dessus. L'égalité homme-femme, ça reste une égalité formelle ici.
Mais on voit bien, hein, on voit c'est une égalité vraiment de petite dimension, de petite taille, parce que par exemple, un des articles du projet évoquait l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe en matière salariale, mais l'article précise que c'est pour les emplois de même valeur et vis-à-vis d'un même employeur. Donc là, rien qu'en précisant ça, on diminue l'ampleur de cette égalité salariale, puisque ça veut dire que, voilà, si des femmes sont empêchées d'avoir des primes, d'accéder à certaines fonctions de responsabilité, ça ne sera jamais vraiment sanctionné, puisqu'il faut qu'elles aient un emploi de même valeur. Et enfin, la question de l'IVG, c'est celle qui a été, finalement, lors de la presse et des médias, c'était une question qui était extrêmement importante au moment où a eu lieu le référendum du projet de 2023. Parce que justement, le Chili a été un des pays dans le cône sud, les plus tardifs à reconnaître l'avortement. Déjà, le Chili n'était pas parmi les plus précurseurs sur cette question. Au contraire, elle restait très longtemps sur une position extrêmement conservatrice. Et donc, ça faisait relativement peu longtemps que l'avortement, pour 3 raisons, pouvait être autorisé au Chili. Dans le projet de constitution 2023, la question de l'avortement n'est pas mentionnée de manière explicite. En revanche, il apparaît au droit à la vie, comme d'habitude. Et alors, j'ai jamais réussi à bien le traduire, parce que la manière dont c'est écrit en espagnol, c'est justement délibérément fait de façon à ce que ça soit compliqué à interpréter. Mais ils disent que dans l'article, il est simplement indiqué que la Constitution garantit le droit à la vie, point. La loi protège la vie de qui est à naître. C'est compliqué parce que j'aurais envie de traduire par la vie de la personne qui est à naître, c'est ça qui serait le plus français, on va dire, dans la traduction. Il ne faut pas que je dise la personne est à naître parce que justement, il y a eu un gros débat sur est-ce qu'on met personne. Donc au Chili, le fait qu'ils aient mis de quien, c'était un choix délibéré pour dire on ne sait pas. Est-ce que c'est une personne, pas une personne? Tout dépendra de l'interprétation. Et au final, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on a eu un rejet donc, de ce texte, qui a plus rejeté le deuxième texte, qui reconnaît moins de droits aux femmes que le précédent, et qui potentiellement pouvait instaurer un recul du droit des femmes. Ce sont les femmes. Les femmes, ce sont celles qui ont le plus rejeté ce texte. Là, ici, on a une étude qui a été faite par Desi et Chile, et là, on voit donc en rouge tous les votes contre. À gauche, les femmes, à droite, les hommes, et par tranche d'âge. Donc ici, on voit que pour les moins de 34 ans, 70% des femmes de moins de 34 ans ont voté contre ce projet de constitution. En revanche, de l'autre côté, on a les hommes. Parmi les hommes de moins de 34 ans, il y a eu un rejet, mais pas aussi élevé, mais qui est quand même un rejet net, de 62,7% de ce projet. En revanche, ceux qui étaient les plus en faveur de ce texte, ou plutôt ceux qui étaient entre 34 et 54 ans, chez les hommes, on le voit, c'est là où le pour dépasse le contre. Donc chez les hommes de 34 à 54 ans, 59,2% étaient en faveur de ce projet de constitution, donc celui de 2023. Alors que pour les femmes, il y avait aussi une petite victoire du oui, mais simplement à 51,7%. Et c'est en ça que je trouvais intéressant, c'est qu'on voit on voit que malgré tout, dans le processus, il y a une volonté de continuer à garder cette parité, mais que c'est important d'avoir, par exemple, le retour de Flavio pour qu'il explique que finalement, cette parité, elle a été contournée par d'autres moyens et que finalement, la domination masculine dans les discussions se faisait à travers des questions et des discussions beaucoup plus informelles où la prise de décision se faisait là. Quand on regarde sur le papier, le deuxième processus du point de vue de la parité, c'est très bien. Mais quand on n'écoute pas, quand on n'a pas le retour des personnes qui ont pratiqué, qui ont été au cœur du processus, on ne se rend pas compte pourquoi ça a échoué, pourquoi finalement il n'y a pas eu une telle reconnaissance des droits. Et je pense que non seulement il y a la question du contexte national, il y a un contexte du discours ambiant qui est en faveur d'une méfiance à l'égard de cette question-là et la question wokiste, mais je pense qu'aussi, même les mécanismes n'étaient pas assez forts de façon à imposer, à s'assurer de contourner certaines choses. Voilà, pour quelques exemples.
Je m'arrête là, parce qu'il est 17h35, donc j'ai pas envie d'abuser de votre patience. J'espère qu'on a pu vous donner le plus d'illustrations possible sur ce processus conscient chilien, sur la question des droits des peuples autochtones et sur les questions des femmes. Vous savez, toujours à disposition pour parler du Chili, si besoin. En tout cas, merci d'être venu et merci aux conférenciers.